Bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast. Salut Kevin. Salut. Alors aujourd'hui, on va faire un petit podcast un peu spécial. On va parler un peu de l'histoire de l'enregistrement des disques, etc. quoi. Ouais. C'est un sujet quand même qu'on a dû creuser un peu, parce qu'on doit vous avouer qu'on ne connaissait pas tout par cœur. Ouais, ça aurait été compliqué. Donc on s'est rafraîchi un peu la mémoire un peu sur Internet, etc. Et on va faire un petit topo ensemble et on va un peu discuter de tout ça, non? Ouais, Ça te va? carrément. Ouais. Alors, comment ça a commencé un peu cet enregistrement audio? Donc, c'est en 1857, je vais carrément lire la date cette fois-ci, où là, alors là, ça m'a carrément fait bizarre, mais en gros, il y a un gars qui a inventé une machine pour enregistrer de l'audio, C'est ça. mais il n'avait pas la machine pour lire. Voilà, il pouvait pas la lire. Donc, en gros, c'est un Français, en plus, j'ai oublié son nom, mais c'est un Français. Et donc, ce qui se passe, c'est que son engin, là, il vibre quand on parle dedans. Et la vibration, elle est réécrite par un stylet sur quelque chose, sur de la matière. C'était pas du papier à l'époque, mais... Si, je me demande si c'est pas du papier, parce que après on a lu que plusieurs années plus tard... C'est ça, en 2008, ils ont réussi à réécouter le truc. Mais en gros, il écrit la forme d'onde quelque part de la vibration. Et du coup, il ne pouvait pas relire ça, en fait. C'était absolument impossible pour lui à l'époque. Et en 2008, donc, il y a quelqu'un qui s'est penché dessus et qui a réanalysé la forme qui a été écrite et qui a pu réécouter ce qui se passait. relire, quoi, c'est quand même Qui a pu hallucinant, quoi. relire ce qui... Enfin, le mec, il a inventé une machine où il savait pas écouter ce qu'il a fait, quoi. C'est ça, ouais. Et il s'est dit, bon, quelqu'un le fera pour moi. Voilà. Et il a fallu attendre 20 ans pour avoir une première machine qui pouvait relire, en fait. C'est ça, ouais, c'est Thomas Edison et son phonographe, très connu. D'ailleurs, celle d'avant s'appelait le phonotographe, pour ceux qui se demandent. Et celle-ci, donc, de Thomas Edison, s'appelle le phonographe. Et qui, lui, peut relire, par contre. Voilà. Il Ça, était, c'est quand même... malin, Thomas Edison. Ouais, c'était quand même une avancée technologique. Voilà. Donc lui, même procédé, il écrit sur de la matière, de l'argile ou un truc comme ça, je sais plus trop. Et par contre, lui, il a une aiguille pour repasser dans les sillons qu'il a creusés et il peut écouter du coup. Voilà. Oui, alors là, il a inventé ce truc-là, mais faut dire que c'est pas à ce moment-là que les disques ont commencé à apparaître. Ah, mais c'était même pas du tout des disques à l'époque, c'était vraiment une matière différente. Alors je crois que son support il était circulaire, mais en tout cas, c'était pas vraiment des disques. Mais C'est les un peu disques, plus en fait, tard. sont arrivés vers 1900. C'est Voilà. ça, voilà, les premiers CD, non, pas CD. Pas CD. Pas du tout, je dis n'importe quoi. Non, tu vas être puni. Là, ça, je m'excuse. Les premiers disques, vraiment disques physiques de type vinyle, même si c'était pas exactement des vinyles, sont apparus vers 1900, c'est ça. Ouais, et là, ils ont commencé à en vendre, c'est ça, l'histoire. C'est ça, ils ont commencé à en vendre à ce moment-là, ouais. Moi, je sais que pour la petite histoire, en France, c'est Eddie Barclay qui a lancé vraiment l'industrie du disque à mort. Ah ouais, ok. Je ne saurais pas te dire les dates exactes, mais je sais que c'est lui qui a vraiment lancé le truc, quoi. En tout cas, de manière industrielle. Enfin, que c'est devenu une industrie, quoi. Ouais. On va passer assez vite à tout le début, comme ça, on parlera peut-être un peu plus de tout ce qu'on connaît après, mais... Bien sûr. Alors, il y a un truc important quand même, c'est vers 1930, c'est le début de la stéréo. Ouais. Et quand même, la stéréo qui reste le standard à l'heure actuelle, malgré que nous, on connaît le 5.1, etc., mais il y a très peu d'albums qui ont été enregistrés dans ce format-là. Ça reste la stéréo, le format le plus utilisé dans le monde. Le plus consommé, absolument. La stéréo domine vraiment, à part dans le cinéma. Dans le cinéma, évidemment, ça c'est totalement différent. Dans le cinéma, c'est vraiment 5.1, 7.1, 11.1 même des fois. Voire peut-être plus. Mais en musique, c'est vraiment la stéréo. Réexplique un peu, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas la stéréo, c'est quoi le principe? Il y a deux canaux, un gauche, un droite. Et donc le son est véhiculé parmi ces deux canaux. Il y a des éléments qui sont que à gauche, des éléments qui sont que à droite. Ce qui fait qu'on n'entend que d'un côté ou de l'autre certains éléments. Et dans l'ensemble, ça donne la musique qu'on connaît. Ouais, maintenant, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que si on met la même source à gauche et à droite, exactement la même, du coup, on l'entend mieux. Ouais, c'est un peu le principe. En gros, on entend une sorte de pseudo-mono. C'est une sorte de pseudo-monophonie, vu qu'on met la même chose à gauche et à droite. Ce qui fait que si on le somme en mono, ça donnera plus ou moins la même chose. C'est juste qu'on a une plus grande impression d'espace quand on est en stéréo. Voilà. Ah, moi je pensais que c'était exactement pareil. Si tu mettais deux fois le mono, enfin une fois à gauche, une fois à droite, exactement le même fichier, je pensais que c'était exactement la même chose que de l'écouter en mono. C'est juste que quand tu écoutes en mono, tu as un seul haut-parleur, donc tu as l'impression que c'est plus fermé, tu vois. Ah ouais. Alors que quand tu l'as en stéréo, tu as l'impression d'espace, une légère impression d'espace. Après, dans un casque, pour le coup, c'est pareil. Ah ouais, c'est ça.
Ok, mais en fait, parce que là on a parlé de 1930, le début de la stéréo, mais en gros, c'est seulement à partir de 1952 que les lecteurs de vinyle deviennent eux stéréo. Que Donc même les finalement, vinyles eux-mêmes en fait deviennent voilà, stéréo. Donc on peut graver des sillons à la fois verticaux et à la fois horizontaux. Jusque-là, on faisait que de l'horizontal ou que du vertical. Parce qu'il faut savoir que les disques vinyles, ce sont des sillons qu'on creuse dans le disque et qui sont relus par l'aiguille ensuite. Et donc là, le fait d'avoir les deux, ça permet de faire une bande pour la gauche et une bande pour la droite. Et donc du coup, on a de la stéréo. Voilà. ok, mais alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas parce que ça existait en stéréo, c'est comme nous pour le 5.1, c'est pas pour ça que c'était fort utilisé à l'époque finalement. Bah non, pas du La tout. stéréo, pas du tout. Moi j'ai toujours entendu dire que c'était les Beatles qui avaient lancé un Bah, j'ai peu. la même version que toi, donc j'imagine que ça doit être vrai, ou en tout cas, c'est Maintenant, un là, mythe qui se perpétue. on, Mais on a vérifié sur YouTube, sur Google, et on n'a rien trouvé qui confirme ce que. voilà, Mais on a tous les deux la même info on a tous les deux la même info. de manière différente, donc on espère que ce qu'on Mais raconte après, n'est il faut pas dire que des ça bêtises. correspond, parce que si en 1957, les disques vinyles permettent d'accueillir de la stéréo, 52, 52. 52, oui, et que les Beatles, ça date typiquement de cette époque-là, hein. Ouais, Alors, chouïa plus tard, quoi, Mm. bah, ça me semble pas fou, en fait, de penser que c'est eux qui ont démocratisé la stéréo, quoi, finalement. qui ont utilisé. Ouais, moi d'ailleurs, si vous écoutez personnellement, je l'ai jamais fait, mais on m'a toujours dit si tu écoutes des enregistrements d'époque mixés, comme à l'époque, pas des trucs remixés ou remasterisés, mais il paraît que vraiment ça part dans tous les sens la stéréo. Ils ont testé pas mal de choses en fait, avant que ne deviennent les normes actuelles finalement où tout est plus ou moins équilibré. Oui, bah, évidemment, quand tu as une nouvelle technologie, il faut le temps de l'apprivoiser, il faut le temps de voir un peu comment ça marche. Moi, je sais que ce qui fait référence, ce qui fait foi dans le mixage stéréo encore aujourd'hui, ou en tout cas jusqu'il n'y a pas très longtemps, c'était l'album The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Voilà, je vais y arriver. Et donc, eux, quand ils ont sorti cet album-là, la stéréo était tellement bien fichue que c'est devenu le standard dans les studios de mixage, quoi. La stéréo était gérée comme sur cet album-là pendant très longtemps. Ok. Voilà. Et donc c'était quoi la gestion de cet album-là exactement? Tu peux en dire deux, trois mots? Bah, la stéréo était très bonne, Oui, mais qu'est-ce qui tout fait que la simplement. stéréo était bonne, quoi? Bah, ça C'est quoi ressemblait. En fait, c'est difficile à dire parce que ça ressemble vraiment à ce que nous on connaît en fait. Bah, par Par exemple, rapport dans au les reste, je grandes saurais règles pas tellement maintenant, dire. c'est le kick au centre, la basse Le au centre, kick la voix snare au au centre, centre, voix enfin au la voix lead. centre, c'est ça. Et puis les Et, guitares éventuellement écartées, une à gauche et une à droite, mais qui sont souvent bien doublées, équilibré, ça veut bien dire que s'il y a un truc bien à équilibrées. droite, il faut C'est un truc ça. Il y bien a à la gauche. reverb aussi qui est très bien gérée au niveau de la stéréo. Donc elle est assez bien écartée, elle donne de l'espace, mais en même temps elle n'est pas non plus n'importe où. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certains enregistrements où il y a de la reverb que d'un côté, par exemple. Ah oui, oui. Ça arrive, quoi, tu vois. Ou Et de donc, la voix lead que d'un ou côté. de la voix lead que d'un côté, ça c'est infernal, c'est Hein. absolument inécoutable. Et donc les guitares qui partent de gauche à droite, parce qu'évidemment c'est très planant, Pink Floyd, c'est un peu acid rock, quoi. Et donc tout ce qui est effet de panne, de panoramique, donc, qui ont été très bien gérés et tout ça, et donc ça a fait foi un peu dans le métier de, de modèle en ce qui concerne le mixage stéréo, quoi. Voilà. Ok, et plus ou moins vers cette période-là, parce que là on parlait le début de lecteur stéréo, mais c'était en 52. En 55 arrive le multiband, et là par contre on peut en parler parce que c'est carrément un des piliers fondamentaux de notre musique actuelle, hein, le multiband. Si on n'avait pas Bah, nous, carrément, ouais. Bah, nous avec maintenant on a un multiband illimité, mais eux ils ont commencé avec C'est presque vrai, ouais. ils ont commencé avec 4 pistes, quoi. C'est quand même Ah, ils ont hallucinant. même commencé avec 2 pistes. 2 pistes, ouais. Excuse-moi, pistes. 2 pistes. Ouais. Et puis assez vite 4 pistes. Puis 4 pistes, et puis plus tard 8 pistes, et enfin 16 à 32 Ouais, pistes. mais ça, il a fallu attendre 1970 avant qu'il passe Ouais, au carrément, 16 pistes, quoi. C'est il a fallu hallucinant, longtemps, quoi. Il a fallu longtemps, ouais. Donc, nous, on ouvre, je sais pas, des centaines de pistes dans nos projets. C'est ça. Bah, sur moi, ma version de Pro Tools que j'ai, moi, c'est la 11, et le max de pistes que je peux mettre, c'est 125. Oui, Ce encore parce qui que est tu es quand sur même... Pro Tools, parce qu'il y a Je plein suis de pas sur programmes Pro où c'est Tools limité. Ultimate, ouais, c'est ça. Je suis pas sur Pro Ouais. Tools Ultimate. Et ici au studio, on est sur Ultimate, et je suis jamais arrivé à bout des pistes, hein. Déjà 125 pistes, c'est Énorme. énorme. Qu'est-ce que tu veux faire avec 125 pistes? Et donc là, Ouais, je me évidemment. souviens d'un projet au tout début de ma carrière où il y avait presque 200 pistes. Ah ouais, ça, quand même. Mais bon, on avait un peu déconné. Ouais, je vois ça, ouais. Et là, les Beatles, bah eux, ils faisaient avec 4 pistes, et puis 8 pistes à la Road. Et Alors, voilà, on peut c'est peut-être tout, quoi. expliquer, d'ailleurs, Queen aussi, il y a plein de trucs où ils expliquaient pour la fameuse chanson
Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, qui est, en fait, il y a eu aussi 200 pistes, un truc comme ça, mais ils ont fait ça sur 8 ou 16 pistes, je sais plus à l'époque, mais vraiment Ouais, très peu. Mais ils étaient obligés en de fait, faire des prints sur des prints, voilà, en fait. en fait, on va expliquer le principe de l'époque. Donc, comment est-ce qu'ils faisaient quand ils avaient très peu de pistes. Donc, imaginons, on n'a que 4 pistes. Mon père faisait ça avec un petit 4 pistes à l'époque quand il était jeune. Donc, ils enregistraient sur 2 pistes. Et puis, ils prémixaient 2 pistes ensemble C'est ça. sur une seule piste. C'est ça. Et puis après, ils refaisaient encore 2 pistes. Deux pistes, Ils et puis reprintaient tout ça sur une piste, et C'est ainsi de ça, suite. ainsi Et de suite. mais ça veut dire que... Et puis ils refaisaient des prints sur des prints, Voilà, et puis et ils arrivaient à c'était- faire la chanson. Voilà. Quoi. Mais Mais, alors, ça veut dire qu'une fois qu'on avait printé le truc, on ne savait plus y retoucher du on tout. pouvait plus du tout y retoucher, c'était terminé. C'était fini, quoi. Les Donc, ingénieurs du son à cette époque-là, c'était. Ils n'avaient pas peur, hein, vraiment. Il fallait vraiment avoir confiance en ce que tu faisais, là, vraiment. Parce que nous, ici, on peut toujours revenir sur ce qu'on a fait. Tu vois, genre, je rechangerais bien. Attends, moi, j'ai quand même connu, dans le studio où j'ai travaillé au tout début, c'était encore un enregistreur à bande. Et donc, quand on décidait de refaire une prise, ça voulait dire effacer la bande sur laquelle on avait enregistré avant, il fallait être sûr qu'on allait faire mieux. Ah oui, ah oui, clairement, ouais. Et si tu n'étais pas sûr de faire mieux, bah, tu avais intérêt à avoir une piste sur le côté pour pouvoir garder C'est ça. celle-là, ce qui n'était pas toujours le cas. Ah non. Donc, c'était très compliqué. Mais hyper compliqué. D'ailleurs, même le fait de couper dans les bandes pour refaire du recalage rythmique, c'était ultra galère. Et je ne sais pas comment. Franchement, je connais la technique, mais au studio où j'utilisais les bandes, on ne l'a jamais fait. Mais il coupait dans les bandes carrément. Ouais, il coupait dans les bandes, puis il rafistole au c'était- papier collant. Ouais. C'est un truc de dingue, quoi. c'est dingue, Quand ouais. on pense maintenant avec quelle facilité on peut monter notre truc et on Voilà, râle si on ne sait pas faire exactement. C'est ça. C'est B, grid, snap to grid, et c'est terminé, quoi. Voilà, Là, c'est c'est ça, pas la quoi. même chose, quoi. Donc vraiment, on peut avoir une petite pensée pour les ingénieurs de son de l'époque qui devaient Ouais, péter et des franchement, câbles. il devait l'avoir mauvaise, quoi. Surtout quand tu avais des artistes comme Queen ou les Beatles qui demandaient vraiment Alors, énormément de prises, quoi. j'ai entendu une histoire par rapport à Queen. Il paraîtrait qu'ils ont fait des corrections tonales en ajustant la vitesse de lecture de la bande. Incroyable. C'était quand même des trucs, t'imagines, des trucs méticuleux Ouais, de l'époque, quoi. ouais, ça doit être fou, ça. Franchement, C'est ils quand- étaient ultra balèzes, les ingénieurs du son de l'époque, hein, franchement, ultra balèzes. C'est quand même des C'est fou. trucs de dingue, quoi. Parce que, donc, on parlait du multipiste qui arrive, le vrai multipiste, on va appeler ça le vrai, où tu commences à avoir 16, 24, 32 pistes. Donc, des trucs où tu commences à être un peu plus à l'aise, Ouais. sans devoir tout bouncer les uns derrière les Ouais, autres. ouais, clairement. Ça, c'est seulement en 1970. Hein, donc, il faut savoir C'est ça. que il y a quand même eu toute une vague avant d'industrie phonographique qui a été réalisée sans ces principes-là. Sans quoi. rien, ouais, bah presque, voilà, comme ça, quoi. Juste Presque avec 50 ans, un quoi. vieux micro et quelque chose qui est enregistré directement sur le disque, quoi. Donc, session live obligatoire. Je sais pas si finalement c'était plus simple d'être ingénieur du son à cette époque-là ou plus difficile. Je sais pas en fait. Bah, Peut-être que c'était plus simple parce que t'as moins de choses à gérer. À l'époque où il y Cherchez avait- moins la perfection C'est que ça, maintenant. à quoi. l'époque où il y avait que la façon mécanique d'enregistrer du son, finalement pas électrique, bah là c'était beaucoup plus simple. Tu mettais le truc devant, les gens ils jouaient et ça enregistrait. Et voilà, bon, bah, c'est raté, tu reprends un disque, tu recommences. Mm. Mais voilà, après, quand les bandes sont arrivées, à mon avis, ça a dû être hyper compliqué. Même 32 pistes, en vrai, pour les productions qu'ils faisaient à l'époque, c'est pas assez, quoi. Ouais. C'est vraiment pas beaucoup. Mais alors il faut savoir une chose aussi, c'est pour ça aussi que si vous écoutez des albums assez anciens, vous pouvez facilement retrouver des petites erreurs, Ouais, bah oui, des oui, petites choses. bon, Parce qu'il y a des fois, il laissait passer, il bah, fallait pas refaire mais 50 ouais, prises ça, pour, c'était pas possible à un moment. C'était plus possible. Et J'ai puis des fois, même- tu l'entends pas, tu fais un print, bah, c'est terminé, quoi, c'est tout. J'ai même entendu des histoires, alors ça reste entre nous, comme quoi, notamment chez les Beatles, où parfois c'est pas vraiment le vrai batteur qui joue, c'est les musiciens de Ouh. studio. Ah, oui, j'ai déjà entendu, T'as ça, déjà c'est entendu bien ça possible. Bah, faut dire que Ringo Starr. C'est pas le meilleur batteur du monde. Hein. Non. Et il paraîtrait que pour certains titres, c'est pas lui qui joue sur les disques, quoi. Bah, ça m'étonnerait pas. Ringo, l'a toujours considéré comme le mec qui avait été là au bon moment, au Ah bon oui, endroit, c'est quoi, sûr, tu vois. Il a rien à faire dans les Beatles, en fait. Bah, si tu nous écoutes, Ringo, je n'ai rien contre toi. Mais comparativement à John Lennon, Paul McCartney et George Harrison, qui étaient des musiciens incroyables, bah, lui, il faisait un peu tâche, quoi. Donc, Oui, mais il était là, donc, c'est lui. Mais quand il était même, là. C'est quand C'est même lui, bonjour. Voilà, je suis batteur, peut-être, des fois. Non, mais enfin, il a quand même fait des trucs, mais c'est bon, c'est sûr que c'est pas le meilleur batteur du monde. Mais il était quand même là. Maintenant, voilà, est-ce que ces histoires-là, ce sont des légendes urbaines ou est-ce que c'est vraiment des vraies histoires qui sont passées? Bah, moi j'ai un peu envie d'y croire dans le sens où il y a même, peu importe le groupe, hein, tu sais, il y a des musiciens uniquement de studio qui jouaient à la place de certains autres musiciens, même dans des gros groupes où les musiciens étaient très bons, c'est pas un problème. Je pense notamment
notamment à Leland Clark, il n'est pas très connu, mais c'est un bassiste de renom. Et c'est un bassiste uniquement de studio. Il a juste fait plein de basses de plein de gens. Et il jouait parfois à la place du bassiste du groupe parce qu'il est juste hyper bon, ou le bassiste n'était pas là pour faire les prises, ou une connerie comme ça. Mais là, on va Je sais arriver sur le petit débat, mais en fait, toute cette technologie nous a amené à faire des enregistrements qui doivent être le plus parfait possible, finalement, qui sont micro... Enfin, quand on arrive à la musique de maintenant, on va y arriver, mais où tout est lissé tonalement, hyper calé rythmiquement. Bah maintenant, on peut le faire, donc pourquoi ne pas le faire, en fait, finalement? Bah oui, mais donc cette musique est devenue... je parle de la musique enregistrée. C'est devenu tellement de la musique parfaite, quoi, finalement. Tout à fait. En tout cas, technologiquement parlant, je parle. Ah ouais, bah oui. Après, bah, chacun, il voit ce qu'il veut. au niveau oui, des mais je goûts veux et dire, ça, même, enfin, on peut tout recaler, on peut tout refaire au niveau de la voix, etc. Donc ouais, ça devient difficile de laisser des erreurs musicales, disons ça comme ça, des erreurs musicales dans une compo. Donc maintenant, on n'en entend plus jamais, alors qu'à l'époque, ça pouvait arriver, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, on a parlé de Queen qui faisait des 200 pistes, là. Pour, C'est ça. Mais en fait, tout ça... je veux dire, les possibilités vont vraiment souvenir avec la MAO qui arrive, elle, en 1990, vers là. Aux alentours de ça, ouais, avec Pro Tools, d'ailleurs. Ouais, moi, C'est j'inclurais même tout ce qui est Cubase, enfin, tous les trucs programmation MIDI et tout ça, c'est que vraiment... c'est aussi de la musique assistée par ordinateur. Alors c'est un petit peu avant, alors, à mon avis. Hein. Mais oui, c'est sûrement avant, mais en fait... Le premier DAW, en tout cas, Ouais, voilà. la première Digital Audio Workstation, c'était Pro Tools, et c'était aux alentours des années 90, en tout cas. Mais c'est vrai qu'avant, il y a eu tous les Atari et tout ça qui pilotaient tous les MIDI, C'est ça, etc. ouais, c'était Les années c'était 80, niche ça. un petit peu, en vrai. À l'époque, c'était vraiment assez niche. Les années 80, c'est c'est pas... le MIDI dans les années 80, c'est pas niche. Hein. Ils utilisaient beaucoup de vrais synthés aussi. Hein. Ouais, mais il y a plein de trucs qui étaient programmés. Hein. Oui, mais il y avait aussi beaucoup de vrais synthés. C'est peut-être pas niche, mais c'est pas non plus un truc qu'on trouve partout, comme maintenant, quoi, en tout cas. Oui, tu veux dire, c'était employé pas de la même façon qu'ici maintenant. Voilà, ça c'est sûr. Mais donc là, la MAO, ça a vraiment cassé toutes les barrières qu'ils avaient à l'époque. J'imagine, comme ils devaient jubiler en voyant apparaître ces premiers ordinateurs, parce que les ordinateurs, c'est ça qui a permis de faire du montage vachement plus facilement, comme on le connaît maintenant, finalement. Ouais, alors attention que les premières versions, même de Pro Tools et tout, elles étaient limitées au niveau des pistes et tout ça. Donc on pouvait pas faire non plus. C'était une avancée. Par contre, mais, tu pouvais couper dedans par facilement. contre, tu pouvais couper dedans. Tu aller devais pas dépasser, aller au ciseau dans ta tape, voilà. quoi, ça c'est clair. Et ça, c'est quand même un ça monde de devait être différence, vraiment quoi. génial. Et aussi, encore mieux, c'est que à l'époque, sur les tables de mixage, ils étaient obligés de soit laisser ce qu'ils avaient fait, soit ils étaient obligés de mais noter. Attends, je vais te raconter un truc. Donc, toujours au studio qui était quand même old school, hein. Donc avec les bandes, on avait une table à mec, mais qui n'était pas motorisée. Motorisée, ouais. Elle n'était pas motorisée, elle était motorisée pour les faders, en fait. Ok, ouais, les faders, ils avaient un recall, Voilà. mais pas le reste, Et quoi. alors, tu avais un ordinateur exprès pour ça, qui Ouais, enregistrait bien sûr, tes trucs, bien sûr. tu vois. Un vieux PC qui prenait une demi-heure à s'allumer. Mais par contre, pour les EQ et les compresseurs, qui étaient sur les tranches, Bah, tu devais noter tout. Hein. non, en fait, dans l'ordinateur, tu avais une fonction il avait retenu les positions, mais tu devais passer, alors t'imagines, il y avait, je sais plus combien, 60 tranches différentes, tu devais passer une demi-heure avant de commencer. Bien sûr. Tu prenais sur l'écran, tu affichais la tranche 1, tu remettais tous les boutons jusqu'à quand ça devienne vert, tu vois, parce que comme ils étaient, tu passais la tranche 2, tous les boutons. Voilà, et encore avant ça, ils n'avaient pas d'ordi, donc obligés de noter quelque part ou de se souvenir, ou alors de ne pas toucher la table de mixage pendant plusieurs jours, parce que pas le choix, quoi. Et les automations qu'on devait faire en live. À la main, à la main, quoi. Carrément. Et où ils étaient, je sais pas, 4 ingénieurs du son, chacun avait sa zone. Alors, mais il y a même des histoires de fous avec, c'était pas l'ingénieur du son, c'était la réceptionniste du studio ou la femme de ménage qui venait pour aider parce qu'il y avait trop de trucs à faire. Il n'y avait pas assez de mains, quoi. Il n'y avait pas assez de mains. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les automations, c'est des trucs qui bougent pendant le mixage de la musique, en fait. Genre un élément qui part à gauche ou à droite, ou un EQ qui se ferme et qui s'ouvre, ou ça, c'était la voix qui baisse. Et là, ça, c'était un art, hein. tout à la main. Ça devait être tellement chaud. Et moi, je l'ai fait quelques fois dans le studio. Là. Ah ouais, ça a l'air tellement chaud. Moi, je ne l'ai pas fait. Hein, mais, parce qu'on n'avait pas les courbes d'automation comme on a maintenant, quoi. Tu voulais faire une entrée dans l'instrument progressif, tu devais le programmer, quoi. Je me souviens avoir fait, pour un titre, il voulait que
les nappes faisaient comme des vagues, tu vois. Ouais. Sur chaque mesure, rentrait et sortait. Bah, j'ai dû le programmer à la main, quoi, tu Ah vois. bah oui, mais t'avais pas le choix Donc à tu l'époque, prenais c'était comme ça. la chanson durait 3 minutes 30, bah, pendant 3 minutes 30, tu faisais tes vagues avec tes fadors. Et il faut pas se tromper parce que sinon c'est Ah ouais, tu recommencer, hein. recommences à T'as un zéro, problème quoi. de Ouais, rythme, ouais, tu c'est recommences. terminé, hein, tu recommences, hein. Ah ouais, non, C'est c'est quand même, incroyable. c'était comme une autre époque, hein. C'est sûr, pour ce genre de truc, ouais, ce que je dis, la MAE a quand même énormément apporté parce que les Ouais, bah, automations ouais. sont arrivées plus ou moins à ce moment-là, hein, tout ce qui est justement les trucs de volume, etc. Ouais, carrément, c'est devenu beaucoup plus facile, hein, vraiment. Pour plein de choses, c'est devenu beaucoup plus facile, ouais. Et Bien quand sûr. même, le truc de. Nous, on a tellement l'habitude, mais tu ouvres ta session, tout est comme il faut. Et comme je dis, moi, je prenais parfois une demi-heure à tout ricoler, quoi. Ouais, ouais, alors là, t'ouvres, tout est déjà T'ouvres, fait, tout bien est sûr. bon, tu peux continuer à travailler. Alors, on ne switchait pas d'un projet à l'autre comme on le fait, comme on peut le faire maintenant non plus, tu vois. Quand Ah oui, j'ai bah, travaillé sur les bandes et sur la mec là, bah, comme je dis, à ce moment-là, tu étais sur un projet, tu finissais d'abord le projet, c'est hein, sûr, tu vraiment, passais parce pas que d'une sinon, chanson à c'était l'autre la comme ça, quoi. merde, quoi. Et je Ouais, me c'est souviens, sûr. j'ai dû faire ça à l'école une fois. On avait une SSL là où j'ai étudié. C'est une table de mixage, une grosse table. Et là, obligé de prendre des photos de tout et à chaque fois tout remettre, hein, parce Mm. qu'il y a même pas. Ils avaient enlevé Ah, mais tu l'ordinateur parles de qu'il y a à photos, je l'école, t'ai quoi. pas parlé, parce que on n'avait pas d'iPhone pour prendre les photos aussi, hein. C'est ça, bien Et, sûr. et moi, j'avais le patch qui était immense. C'est pas comme Ah oui, ici, on a le un patch. patch de 2 unités. Mhm. Mais là, il y avait style, je sais pas moi, une dizaine d'unités de patch avec je sais plus combien de trucs de C'est trous là. ça. Pour ceux qui savent Un pas c'est truc de quoi un dingue. patch, Mais cherchez sur Google. Tapez voilà. patch audio. Et donc, il fallait brancher tous ces câbles-là que j'avais notés préalablement pour Ouais, que tout soit bien sûr. configuré correctement, quoi. Bien sûr, Le ça routage de devait dingue, vraiment quoi. pas être fou, hein, vraiment. Ah non, c'était pas Pas la meilleure partie de la session. c'était pas la meilleure partie des trucs. Bénissez tous, tous Les ordi, putain, les, incroyable. les- ceux que vous avez comme outils et en plus de manière tellement démocratique Ouais, à ouais, ce c'est fou jour, maintenant. quoi. Alors maintenant, en plus, il y a plein de trucs qui se font tout seuls et tout, en plus. Donc maintenant, c'est juste fou, en fait. C'est beaucoup plus facile, évidemment. Voilà, je ne sais pas si d'autres choses vous parlent, vous, au niveau de toute cette histoire et de toutes ces nouveautés technologiques. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos petites anecdotes aussi là-dessus. Ceux qui ont Bien connu sûr. des machines, etc. Toi, tu voulais parler d'un truc, je sais, du Mélotron. Ah oui, le Mélotron, je t'en parlais juste Ouais, avant. Ouais. t'étais fan du Bah, Mélotron. moi, en fait, j'aime beaucoup le passage des Beatles à l'Abbey Road parce qu'ils ont vraiment innové dans plein de trucs. Notamment, bah, c'est une des premières utilisations du Mélotron, je crois. Et le Mélotron, en gros, c'est une sorte de piano. En fait, c'est l'ancêtre du sampler. C'est littéralement l'ancêtre du sampler. On mettait des bandes et quand on appuie sur la touche du piano, ça déclenche la bande et ça déclenche du coup le sample. Et donc, du coup, voilà. Ouais, c'est vraiment le début des sommes, quoi. C'est ça. C'est vraiment un sampler, mais physique, quoi. C'est un sampler physique. Et d'ailleurs, tu m'as montré une petite vidéo de Paul McCartney qui Ouais. présente le Mélotron. Qui est Et vraiment en fait, Mélotron. ça fait vraiment comme un keyboard des années 80-90. Quoi. Carrément, ouais, c'est ça. Donc, Ouais. il joue, il tape Do et ça fait un accord de Do majeur. Enfin, tout l'orchestre arrive avec un C'est ça, ouais. Do majeur. Puis il tape Sol, il joue un Sol majeur, quoi. Absolument. Mais évidemment, le Mélotron, il est ultra modulable. On peut remplacer les tapes avec n'importe quoi. On pourrait mettre des bruits de casserole. Voilà, si on appuie, ça va déclencher un bruit de casserole, quoi. Ouais. C'est un peu drôle. Ouais, j'aime bien l'idée enfin, j'aime bien l'idée qu'ils aient pensé à faire ça sur certaines de leurs chansons, quoi. C'est pas eux qui ont inventé l'instrument, mais ils ont remplacé les tapes par des trucs qui étaient à eux et tout. Et je trouve ça sympa. Ouais, Ouais. et en plus, tu parlais de l'enregistrement de ce CD. Visiblement, ils ont pas mal bousculé les codes à l'époque, puisque De ouf, ils ont ouais. aussi. George Harrison s'est amené avec un Moog qu'il a eu Ouais. directement de Monsieur Moog. De monsieur, carrément de Robert Moog, le mec, il avait ses contacts, hein, le mec, hein, voilà. Bon, en même temps, il était bien implémenté aussi. Hein. Ah oui, George Harrison, de ouf, quoi. Très Et bon donc, c'est musicien, lui George qui Harrison. a finalement mis, peut-être pour la première fois, ou en tout cas dans les premières fois, ce Du fameux Moog. synthé Moog Je crois que c'est les premiers, hein. sur un vinyle, quoi, finalement. Je crois que c'est les premiers à avoir utilisé du Moog sur une chanson populaire, quoi, finalement, sur une chanson rock pop. Ça me donne envie de d'aller l'époque. réécouter cet album. quoi. La Béraud, de très bon album, hein, d'ailleurs, hein, vraiment très chouette. On entend beaucoup les influences de George Harrison qui revenait d'Inde à l'époque. Ah ouais Ouais. Ça me redit bien. J'avais vu un petit documentaire sur Arte il y a déjà quelques années de ça qui expliquait un peu toute cette histoire qu'on vient de vous résumer en quelques minutes, mais expliqué en long, en large, avec des extraits et tout. Il faudrait que je retrouve le lien, mais c'était vraiment super intéressant. Je sais même pas si en fait on peut retrouver ce genre de lien, mais
Mais si vous retrouvez d'ailleurs vous ce lien, n'hésitez pas à me le poster. Moi, ça m'intéresserait de le revoir. Ouais, à fond. Bah, ça m'intéresserait de le voir tout court en fait. Voilà. Allons-y. Mais j'ai déjà vu pas mal de reportages sur Arte qui sont vraiment intéressants sur l'enregistrement sonore, je trouve. Mhm. Il faudrait partager peut-être ça un peu plus fréquemment d'ailleurs. Et si l'histoire des studios d'enregistrement vous plaît, il y a un assez cool documentaire fait par Dave Grohl qui s'appelle le Sound City Movie. Ah, je ne connais pas. C'est en anglais, je parie, encore une fois. Bon, il y a des sous-titres, hein, évidemment. Ah, ça va évidemment. Dave Grohl, c'est le chanteur de Foo Fighters, Ouais. l'ancien batteur de Nirvana. Et donc, il parle de Sound City, qui est un studio d'enregistrement très vieux aux États-Unis. Et il a aussi fait une mini-série qui s'appelle Sonic Highways, où il visite 8 studios différents des États-Unis. Ok. Et quoi, il retrace un peu l'histoire du studio? Il retrace à chaque fois l'histoire des studios dans lesquels ils passent. Et ils ont enregistré une chanson dans chacun de ces studios pour faire un album qui s'appelle Sonic Highways, justement. Ah ouais. Que j'aime pas du tout. Voilà, je suis désolé, j'aime pas trop cet album. Mais quoi, pour les Foo Fighters? Ouais, Ah un ouais. album des Foo Fighters qui s'appelle Sonic Highways. Et je n'ai pas trouvé mon compte dans l'album, mais en tout cas, la mini-série était intéressante. Ah, j'irai voir, tiens, ça m'intéresse. Voilà. Eh ben ok, je pense qu'on a un peu fait le tour de tout ça. N'hésitez pas, si ça vous plaît, dites-le nous, parce qu'on peut encore faire quelques épisodes là-dessus, je pense. Il y a tellement de matière. Ouais, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire. On vous préparera d'autres sujets de ce type. Bien sûr. Voilà, je laisse le mot de la fin à Kevin, comme chaque fois. Je vous souhaite un bon appétit. Salut. Ciao.